Le ciel au-dessus des déserts eurasiens saignait de rouille et de feu tandis que le vent hurlait à travers les squelettes des villes mortes. Des tours de béton se dressaient telles des pierres tombales, leurs fenêtres creusées, leurs entrailles dévorées par la guerre. Ce qui était autrefois Moscou n'était plus qu'un cratère enveloppé de silence. Et au-dessus, telle une carcasse empalée sur des barres d'armature, planait la chose qu'ils avaient laissée derrière eux. Le vaisseau de guerre extraterrestre. 10 ans s'étaient écoulés depuis leur départ. Arrivés comme des dieux, repartis comme des lâches, ils n'avaient donné en retour que la mort. Ils se tenaient au bord de la crête, enveloppés dans un tissu de combat calciné et recouvert de cendres. Son nom n'avait plus d'importance. Les noms étaient réservés aux civils, des noms doux, des gens avec des anniversaires, des pensions et des espoirs. Il n'en était pas un. La guerre lui avait volé tout cela. Il était un survivant, autrefois technicien, membre du personnel au sol. Maintenant, il n'était plus qu'un fantôme parmi les ruines, mais contrairement aux autres, il n'avait pas abandonné. Car il se souvenait de ce que ce navire de guerre avait fait, comment il planait au-dessus des villes, faisant pleuvoir le feu, réduisant en cendres des continents entiers avec la précision d'une machine et l'arrogance d'un dieu. Les extraterrestres, quel que soit leur nom, abandonnèrent le vaisseau en abandonnant la Terre. Trop endommagé, pensèrent-ils. Inutile de le récupérer. Juste un morceau de ferraille laissé à pourrir en orbite terrestre jusqu'à ce que la gravité l'entraîne vers le bas tel un démon de feu. Mais il ne brûla pas complètement. Il avait survécu à la descente. Et lui aussi, pendant 10 ans, il avait étudié ce vaisseau dans l'ombre, l'avait observé rejeter des radiations dans l'air, avait écouté le sifflement de ses moteurs cassés la nuit. Il était vivant, d'une manière tordue, mutilé, certes, mais pas mort. Il dormait, il attendait. Alors il attendait avec lui. Il fouilla dans de vieux bunkers militaires et activa ce qui restait de la technologie oubliée de la Terre. Il trouva des livres écrits par les premiers ingénieurs qui étudièrent les systèmes extraterrestres après l'invasion initiale. Il s'agissait principalement de théories et de rapports épars, mais il n'avait pas besoin qu'ils soient parfaits. Il avait juste besoin que le vaisseau se réveille. Et ce soir, il le fit enfin. Il descendit la crête vers le centre du cratère. L'air scintillait autour de l'épave, chargé de radiation. Mais il s'en fichait désormais. Son sang avait un goût pire. Plus il s'approchait, plus il le sentait. Le vrombissement profond et grave des systèmes endormis revenant à la vie. Il franchit le trou qu'il avait creusé dans ses entrailles des mois auparavant, la lumière de sa lampe torche se reflétant sur le métal noir et lisse et les glyphes extraterrestres brûlés. Le vaisseau sentait l'ozone et la rouille. Un cadavre mécanique avec un battement de cœur. Au cœur de la bête, il se tenait devant le noyau, une console brisée avec une interface extraterrestre déchiquetée. Il y appuya sa main gantée. Le vaisseau pulsa en réponse. La technologie humaine greffée qu'il avait truquée au fil des ans, réseau de communication rafistolé, processeurs piratés, batterie nucléaire bricolée, en avait finalement fait assez. « Tu m'entends » dit-il d'une voix posée. Calme. Un scintillement, puis un autre. L'interface s'illumina d'un vert pâle et maladif. Une écriture extraterrestre dansait sur le verre bombé. Il ne comprenait pas la langue, mais il comprenait une chose. Écoutez. Bien. Car il avait un message à transmettre. Il sortit la puce usée qu'il avait conservée. Une clé USB d'avant-guerre. Un ultime enregistrement du dernier commandant humain avant que le monde ne sombre. Il l'inséra dans le relais improvisé. Une voix rauque se fit entendre. « Si vous entendez ça, alors nous sommes partis. Ils ne sont pas venus pour la paix. Ils ne sont pas venus pour la diplomatie. Ils sont venus pour nous anéantir et laisser nos os derrière eux. Mais si vous trouvez un moyen, s'il en reste ne serait-ce qu'un seul parmi vous, ramenez-leur la guerre, qu'ils se souviennent de la terre, qu'ils regrettent. » L'interface bipa. Elle comprenait. Les lumières de la chambre s'intensifièrent. Les panneaux s'ouvrirent. Les systèmes sifflèrent.
Le vaisseau de guerre gémit comme une bête émergeant d'un long coma. Il recula en titubant, tandis que le sol tremblait sous ses bottes. Ce n'était plus une épave, c'était une arme, et il en était le pilote. Le vaisseau gémit sous son propre poids, un grondement métallique et profond qui résonna dans les chambres comme un raclement de gorge après 10 ans de silence. Comme s'il devait se souvenir de ce qu'il était avant l'incendie, avant le crash, avant qu'on ne le laisse pour mort. Il se tenait au centre de la salle de contrôle, entouré de lumière et de bourdonnements qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il avait appris à interpréter. Comme la respiration d'un animal, nul besoin de connaître son langage pour savoir quand il était prêt à attaquer. La lueur verte de l'interface baignait son visage d'une lumière nauséabonde. De la sueur coulait de ses tempes, mais pas de peur, d'adrénaline, de quelque chose de plus profond, de plus dangereux que la colère. Objectif. Il saisit une autre séquence sur le terminal artificiel qu'il fixa aux commandes extraterrestres. Brute, improvisée, mais efficace. C'était ce que les extraterrestres n'avaient jamais envisagé. L'obstination humaine. Ils ont brûlé nos villes, mais ils ont oublié que nous construisions sur des ruines. Ils ont réduit nos dirigeants au silence, mais ils ont oublié les techniciens, les mécaniciens, ces sbires anonymes qui rampent dans la poussière et les fils électriques et redonnent vie aux choses mortes. Il était l'un d'eux. La console s'illumina et un grondement sourd vibra dans le sol se réchauffa tandis que la bobine du moteur principal commençait à chauffer. Le vaisseau était ancien selon les normes extraterrestres, ou du moins suffisamment endommagé pour paraître vieux, mais l'énergie coulait désormais comme du sang, des veines s'illuminant le long des nervures métalliques incurvées de l'intérieur. Il se dirigea vers ce qui était autrefois le trône de commandement, un siège blanc comme l'os à moitié fondu, qui ressemblait plus à un parasite qu'à une chaise. Il le fixa un long moment, puis il s'assit. Et c'est là que tout commença. La douleur. Vive, immédiate et terrifiante. Des filaments de métal jaillirent de la chaise et s'enfoncèrent dans ses bras, sa colonne vertébrale, son crâne. Il hurla, non pas par faiblesse, mais par instinct. Son dos se cambra tandis que le vaisseau s'enfonçait en lui, s'enfonçant dans les systèmes, reliant les langues, insérant son IA dans les replis organiques de son cerveau. Ce n'était pas seulement une interface de pilotage. C'était un lien. Ce vaisseau avait été développé, non construit, fusionné avec la technologie, mi-machine, mi-organisme vivant. Il n'acceptait ni commande vocale ni commande par bouton. Il exigeait une connexion. Il tomba en avant, haletant, du sang coulant de son nez, les yeux écarquillés et vitreux. Et puis, il vit. Pas seulement la salle de contrôle, pas seulement les systèmes. Il vit tout. La planète sous lui, balafrée et noire. Le ciel au-dessus de lui, s'étendant dans le vide spatial. Il sentit l'attraction gravitationnelle, les ions dans le vent. Ici, au plus profond de la mémoire du vaisseau, résonnèrent les derniers cris de bataille des soldats extraterrestres lorsqu'ils l'abandonnèrent. Leur peur, leur arrogance, leur conviction qu'aucun humain ne le découvrirait jamais. Il rit à travers le sang. « Faux !» murmura-t-il. « Tu avais tellement tort !» Il ordonna à la vue extérieure de s'activer. Les murs de la salle de contrôle s'estompèrent. Ni verre, ni écran. Quelque chose d'autre, de mieux. Il voyait le cratère s'étendre vers l'extérieur. De la fumée s'élevait de la terre morte, les squelettes rouillés des chars et des marcheurs du siège final d'Eurasie. Et sous tout cela, une pulsation lumineuse. Le cœur du vaisseau se stabilisait. Il prit une inspiration profonde et tremblante, puis lui donna un ordre, non pas verbal, mais intentionnel. « Lève-toi !» Le vaisseau trembla. La poussière explosa, tandis que les moteurs magnétiques se mirent à bourdonner. Les plaques de blindage extraterrestres fissurées de la coque commencèrent à se réaligner. Les fragments des structures des ailes craquèrent en se déplaçant, remis en place par les systèmes de régénération du vaisseau. Dehors,
Les charognards et les survivants des ruines levèrent les yeux, horrifiés et impressionnés, tandis que le navire de guerre s'élevait de terre, une traînée de fumée traînant derrière lui comme une cape. Sa silhouette, autrefois symbole d'annihilation, était de retour, possédée par quelque chose d'étranger à ses créateurs, une âme humaine. Elle plana, puis s'éleva. Le navire perça les nuages de cendres et s'envola vers le ciel. Le vent hurla sur sa structure, la chaleur brûla sa coque, mais il ne faiblit pas. Il la guida vers le haut, à travers l'atmosphère, jusqu'à ce que la terre se courbe sous lui comme un animal blessé. Il pouvait voir les cratères d'impact, les ceintures de radiation, les océans gelés, les cicatrices laissées par la guerre. Les extraterrestres avaient paralysé la planète et étaient partis, pensant que nous ne nous en remettrions jamais. Ils avaient laissé l'un des leurs derrière eux. Maintenant, cette erreur allait les hanter. Il ouvrit le système de navigation galactique. Il vacillait, son langage était intraduisible. Mais le vaisseau savait. Il avait une mémoire. Il avait des destinations. Et il les sentait comme des miettes de pain sur un sillage de conquête. Des planètes conquises, des colonies établies, des systèmes gouvernés. Tout était tracé dans l'esprit délabré et endommagé du vaisseau de guerre. L'un d'eux se détacha. Varu-9, la capitale extraterrestre. Il la fixa. Elle était loin. Il l'avait verrouillée. C'était loin. Des mois à l'échelle extraterrestre. Des années, peu. Être à l'échelle terrestre. Mais le vaisseau était doté d'un moteur repliable. Il l'avait réparé. Il l'avait alimenté en énergie nucléaire volée dans d'anciens bunkers de guerre. Il avait réparé ses stabilisateurs dimensionnels avec des pièces provenant d'un cuirassé humain en ruine, au fin fond de l'Afrique. Il ne survivrait pas à un saut complet, mais il pouvait en faire un. Un dernier sursaut suicidaire, il fixa les coordonnées. Le vaisseau marqua une pause, une hésitation presque comme une question. « Êtes-vous sûr ?» Il sourit. « Je ne suis pas sorti d'un monde en flammes juste pour m'asseoir et pourrir, » dit-il. « Nous allons leur rappeler ce qu'ils ont laissé derrière eux. » Il se rassit. Le vaisseau se mit à tourner, lentement d'abord, puis plus vite. Les étoiles autour de la salle de contrôle se brouillèrent, l'espace se tordit comme du verre sous pression, puis le silence. Pas de temps, pas de lumière, pas de gravité, puis l'impact. Le vaisseau s'échappa de la propulsion, telle une balle sortant du canon d'un fusil cosmique. Sa coque gémit, des panneaux entiers éclatèrent, mais il résista. De la fumée emplit le cockpit. Des étincelles dansèrent à travers les systèmes, mais il résista. Il rouvrit la fenêtre extérieure et vit Varin-9. C'était magnifique. Des tours de métal bleu s'étiraient dans un ciel sans nuages. Des vaisseaux dérivant paresseusement dans des cieux dorés. Leur capitale, épargnée par la guerre, épargnée par la peur, jusqu'à présent. Il pilota le vaisseau à basse altitude. Les communications extraterrestres s'allumèrent aussitôt. Désespérés, paniqués. Ils reconnurent la signature. Le vaisseau de guerre était l'un des leurs. Mais quelque chose clochait. Il ne répondit pas. Il ne l'identifia pas. Il ne demanda pas l'autorisation. Il rugit. Il arma les principaux dispositifs d'armes. Des dizaines de tourelles à plasma s'étendaient de la coque, certaines reconstruites avec des débris humains. Le canon à énergie, massif et silencieux depuis une décennie, commença à charger, émettant une lueur bleue malsaine. Un souvenir lui traversa les yeux, la première fois que les extraterrestres avaient tiré cette arme sur la Terre. Les villes disparurent en un clin d'œil. Les enfants se réduisirent en cendres. Les gouvernements se turent sans un cri. Les enfants se réduisirent en cendres. Les gouvernements se turent sans un cri. C'était désormais à lui de viser. Ils hurlèrent. Les flottes se précipitèrent pour intercepter. Les chasseurs s'élevèrent dans l'atmosphère. Les vaisseaux civils se dispersèrent comme des insectes. Mais il était trop tard. Ils laissèrent ce navire de guerre pourrir. Ils laissèrent un humain la trouver. Ils l'abandonnèrent. Et maintenant,
Elle était de retour. Ils visaient la flèche centrale de la capitale. C'était probablement leur haut commandement. Il l'ignorait. Peu lui importait. Il tira. Le rayon illumina le ciel comme un second soleil. Il ne se contenta pas de frapper. Il effaça. La flèche s'effondra, l'acier en fusion, et les cris extraterrestres se déversant dans la terre. Les bâtiments voisins furent arrachés de leurs fondations. L'onde de choc rasa tout dans un rayon d'1 kilomètre, et ce n'était que le premier coup. Il déchaîna l'enfer. Missiles, explosions de plasma, canons électriques, tout ce que le vaisseau possédait, tout ce que les extraterrestres avaient conçu pour la conquête fut retourné contre eux par l'espèce même qu'ils tentaient d'enterrer. Des alarmes retentirent dans la salle de contrôle. Le vaisseau était pris d'assaut. Des croiseurs extraterrestres l'encerclaient, cherchant désespérément à le neutraliser. Un missile transperça l'aile, un autre explosa près du cœur du moteur, il ne broncha pas. C'était une course suicide. Il n'était pas question de survie. C'était une vengeance. Et ils mourraient, les mains serrées autour de leur gorge. Tandis que le vaisseau cédait sous les tirs ennemis, il verrouilla les baies d'ogive, des armes si puissantes que même les extraterrestres les avaient réservées à un usage spécial. Il les programma pour qu'elles explosent à l'impact. Puis il pointa le vaisseau directement sur le cœur de la ville. La console pulsa de nouveau, tel un battement de cœur. Le vaisseau savait ce qu'il faisait et accepta. Il saisit l'interface une dernière fois et murmura « Ceci vient de la Terre », et il plongea droit dans la capitale. L'impact fracassa le ciel. Pendant quelques secondes aveuglantes, la capitale de Varun ne cessa d'exister, n'étant plus que lumière et feu. Le vaisseau de guerre extraterrestre, renaissant sous la fureur humaine, s'abattit sur la ville tel un marteau divin, vaporisant tour et corps d'un coup final colossal. Et puis il ne resta que le silence. Un silence trop profond pour être la paix, celui qui suit une catastrophe. Mais le silence, comme toujours, n'est jamais la fin. Sous les ruines, dans la croûte de la capitale dévastée, quelque chose bougea. Une griffe métallique racla des débris déchiquetés, tressaillants, brûlés, mais fonctionnels. Puis une autre, un bras squelettique entier s'avança à travers les décombres, luisant faiblement là où une technologie extraterrestre fusionnait avec la chair et les os. Puis l'homme apparut. Il cracha du sang et des cendres, s'extirpant d'un conduit à moitié fondu. Son armure de combat était déchirée, sa peau brûlée, son œil gauche aveuglé et suintant. Mais il était vivant, à peine, d'une manière ou d'une autre. Contre toute loi de la physique et du destin, il avait survécu au crash. Le vaisseau de guerre le savait. À la dernière seconde, il l'avait enfermé dans une chambre centrale renforcée, probablement un protocole d'autopréservation, l'enfermant dans un cocon de stase conçu pour le commando extraterrestre d'origine. Il l'avait maintenu intact pendant l'explosion, puis s'était éteint. Il gisait là, haletant, les oreilles bourdonnantes et les poumons en feu. Son corps était détruit, mais son esprit brûlait encore de détermination. Il se redressa sur des jambes tremblantes. Autour de lui, les décombres fumaient. Des bâtiments extraterrestres, transformés en squelettes métalliques, rougeoyaient sous un ciel qui s'effondrait. La ville était en ruine. Des cendres noires pleuvaient d'en haut comme de la neige. Et tout cela venait de lui. Il avança en titubant, ses bottes crissant sur les débris et les cadavres, technologies extraterrestres et humaines mêlées aux ruines. L'espace d'une seconde, une vague de douleur brutale le traversa, le forçant à s'agenouiller. Il baissa les yeux. Ses bras étaient différents. Maintenant, pendant la synchronisation neuronale, le vaisseau avait fait plus que communiquer. Il l'avait transformé. Le biométal extraterrestre courait comme des lianes sous sa peau, renforçant ses os et se nourrissant de son sang. Ses doigts se terminaient par des cicatrices sombres, là où se trouvaient autrefois des câbles. Son système nerveux ne lui semblait plus tout à fait humain. Il ne savait pas si cela le rendait plus fort ou s'il s'agissait simplement d'un autre élément de leur technologie, mais peu importait. Il leva les yeux tandis que les premiers drones extraterrestres approchaient au-dessus de sa tête. Un petit vaisseau de reconnaissance,
à la recherche de survivants, était désorienté par ce qu'il voyait. Il saisit une poutre métallique brisée dans l'épave et la lança de toutes ses forces. Elle transperça le drone le plus proche comme une lance, l'abattant dans une pluie d'étincelles. Les autres hésitaient. Lui, non. Il courut. À travers les ruelles en flammes d'une capitale mourante, à travers les ruines des temples et des tours qui symbolisaient autrefois la domination extraterrestre, il se déplaçait tel un fantôme, saignant, respirant, furieux. Derrière lui, les alarmes retentissaient, les sirènes hurlaient. Varan 9 Newton n'était pas mort, pas complètement. Et il savait maintenant que quelqu'un vivait au cœur de la destruction. À quelques kilomètres à l'ouest, dans un bunker de commandement d'urgence profondément sous terre, le haut stratège de l'Empire Jackari était assis, immobile, devant un immense écran translucide. Sa peau, pâle et écailleuse comme une pierre polie, reflétait les flammes de la ville. Derrière lui, le conseil débattait, hurlait, cherchant désespérément à expliquer ce qui venait de se passer. Nous pensions que le navire était perdu. Une espèce isolée comme eux ne pouvait pas. Il utilisait nos propres systèmes, notre propre navire. Le grand stratège leva une main griffue. Le silence retomba dans la salle. Il fixait les images. Le vaisseau, leur vaisseau, s'écrasant sur leur capitale. Le rayon d'énergie transperçant la flèche de commandement. La trace indubitable d'ADN humain trouvée dans le noyau de l'explosion. « Il est toujours vivant », dit doucement le stratège. « Impossible », croassa l'un des ministres. « L'impact. Il est vivant », répéta le stratège. « Et il n'a pas fini. » Les autres se dandinèrent, mal à l'aise. Personne ne voulait dire ce qu'ils pensaient tous. Ce n'était pas une simple vengeance. C'était une déclaration. La Terre avait été une planète oubliée, abandonnée à l'abandon après la purification. Ils considéraient les humains comme inconstructibles, indignes, d'être conquis, juste des excès. L'un d'eux avait détourné un vaisseau de guerre, détruit la capitale de l'Empire et était sorti des décombres. Le stratège se détourna lentement de l'écran. « Démarrez le verrouillage planétaire », ordonna-t-il. « Déployez la Légion d'Os. Je veux qu'il soit traqué. Je veux que le message soit effacé. »« Et si nous échouons ?» demanda une voix plus discrète dans l'ombre. L'expression du stratège resta inchangée. Alors la galaxie saura que l'Empire Jackari craint un homme venu d'un monde disparu. De retour à la surface, il s'est glissé dans l'ombre de ce qui était autrefois une plaque tournante du transport. Il avait besoin d'un abri, de tout pour gagner du temps. Ses jambes tremblaient sous lui, mais son esprit restait vif. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais il n'était pas venu ici pour repartir. Il était venu pour les briser. Il passa devant un panneau miroir, toujours debout par miracle, et vit son reflet. Mi-humain, mi-autre. Ses yeux brillaient faiblement. Les implants du vaisseau de guerre s'étaient liés plus profondément qu'il ne le pensait. Sa peau était pâle, craquelée de fines traces de métal sous la surface. Ses muscles palpitaient de fibres artificielles. Et dans sa poitrine, près de son cœur, il sentait un bourdonnement sourd et régulier. Le cœur du vaisseau, toujours ancré en lui. La machine de guerre ne l'avait pas seulement épargné, elle avait fusionné avec lui. Il n'était plus seulement un pilote, il était une arme. Et ils allaient apprendre ce qui arrive quand on laisse en vie le mauvais homme. Ailleurs dans la ville, la Légion d'Os était déployée. C'était l'élite Jackari. Des troupes de choc cybernétique, issues de cuves génétiques et fusionnées avec des armures vivantes. Plus machines que soldats. Ils ne parlaient pas, n'hésitaient pas. Ils exterminaient. Des dizaines de vaisseaux de débarquement descendirent dans le ciel chargés de cendres, déversant des escadrons de ces monstres. Chaque unité portait la mémoire du vaisseau de guerre. Leur objectif n'était pas de le capturer, mais de l'effacer. Ils se déplaçaient dans les rues tels des prédateurs, rapides, silencieux, systématiques, scannant les signatures thermiques et interagissant avec l'IA locale. Dès qu'ils repérèrent sa trace, signature biologique et alien fusionnés,
Ils changèrent instantanément de direction. Ils chassèrent sans crainte. Mais ils n'étaient pas préparés. La première unité de la Légion le trouva près des vestiges d'une station de transport effondrée. Il les entendit arriver, leurs pas lourds, comme les battements d'un char. Il ne courut pas. Il s'accroupit derrière une plaque d'acier à lien fondu et attendit. Tandis qu'ils avançaient, les armes chargèrent. Il se glissa derrière l'un d'eux et enfonça un fragment de barre d'armature déchiquetée dans sa cavité neurale, le même type de point faible qu'il avait étudié en disséquant un cadavre extraterrestre sur Terre. Il s'écroula dans un crissement d'étincelles. Les autres ouvrirent le feu. Il se baissa, roula, s'empara du fusil du légionnaire abattu et riposta. L'arme lui était inconnue, mais ses réflexes, renforcés par la greffe neurale du vaisseau, s'adaptèrent rapidement. 3 autres s'abattirent. L'un d'eux se jeta sur lui. Il la laissa faire, tenta sa chance, puis fracassa brutalement sa tête contre une poutre. Le métal se fissura, le corps s'affaissa. Son souffle devint saccadé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. 6 légions morts. Des dizaines d'autres arrivaient, et ils ne s'arrêtaient pas, jusqu'à ce que l'Empire brûle comme la terre. Dans le bunker de commandement, le stratège regarda la vidéo en direct se figer. Il ne bougea pas. Il a tué 6 membres de la Légion d'Os, murmura un officier tremblant. Seul. Il n'est pas seul, marmonna le stratège. Il porte en lui l'esprit d'un monde mort. Le silence retomba dans la salle. Nous avons sous-estimé l'humanité autrefois, dit le stratège. Nous pensions que sa rage s'estomperait avec le temps. Il regarda la trace lumineuse du passage humain, une traînée de morts dans la cité la plus sacrée de l'Empire. Nous avions tort, et là-haut, sous le ciel cramoisi, cerné de feu et de ruines, le dernier homme de la Terre s'agenouillait près de l'épave du vaisseau de guerre. Il plongea la main dans sa structure brisée et en retira un éclat de réacteur, luisant, instable, encore animé de la puissance d'une étoile. Il regarda l'horizon, en direction de la citadelle militaire, vers leur coffre, leur flotte, vers l'avenir. Il ne dit rien, mais la guerre qui coulait dans son sang répondait à sa place. L'éclat palpitait dans sa main, tel un fragment déchiqueté de noyaux d'énergie extraterrestre encore bourdonnant de chaleur et d'instabilité. Le tenir, c'était comme serrer le cœur d'une étoile mourante. Son instinct lui soufflait de le lâcher. Il ne le fit pas. Il fixa le morceau d'énergie luminescente, dont la lumière filtrait à travers ses doigts, projetant des ombres crues sur son visage meurtri. C'était un miracle qu'il n'ait pas explosé lors du crash, mais peu, être, comme le vaisseau, l'attendait-il. Tout sur cette planète maudite semblait l'attendre. Le vaisseau de guerre était désormais complètement mort. Il le sentait. Le puits était brisé, le lien neuronal disparu. Mais il lui avait donné ce dernier morceau, un ultime noyau, le composant le plus volatile de la super-arme extraterrestre. Et maintenant, il pulsait au rythme de son cœur. Il leva les yeux vers l'horizon. La silhouette lointaine de la citadelle militaire de Varuneuf se découpait sur le ciel couleur de sang. Malgré la brume et la fumée montante, elle se dressait fièrement, épargnée par le chaos qu'il avait déclenché. Cette citadelle abritait l'armement le plus avancé des Jacquaris, leurs principaux généraux et le trône de leur empereur-dieu. Il avait lu de vieux dossiers, le peu que la résistance avait réussi à voler avant la chute de la Terre. Les Jacquaris ne croyaient pas seulement aux structures de commandement, ils les vénéraient. Leur empereur n'était ni un politicien, ni même un soldat. C'était une religion, et cela signifiait que s'il tombait, l'Empire s'écroulerait avec lui. Alors, celui qu'on appelait autrefois humain, désormais mi-machine, mi-fureur, serra plus fort l'éclat et commença à marcher vers la citadelle. À la tombée de la nuit, le ciel était illuminé de flammes. La capitale brûlait. Les citoyens extraterrestres, les rares rescapés de l'explosion initiale, s'enfuirent par les quartiers périphériques, paniqués et sans chef. Le réseau de transport s'était effondré. Les communications civiles étaient brouillées. Chaque zone d'évacuation
était submergé par le chaos et les rumeurs. Des rumeurs sur le vaisseau de guerre, des rumeurs sur l'humain. Certains le croyaient mort, d'autres, un mythe. Mais au plus profond de la citadelle, l'empereur des Jacquaries connaissait la vérité. Il était assis sur son trône d'obsidienne, une plateforme massive d'os fusionnés, de circuits et de biophiles pulsés qui alimentaient son corps. Sa forme était immense, inhumaine. Autrefois guerrier, désormais plus dieu que général, son corps avait depuis longtemps été remodelé par la biofusion de l'Empire. Ses veines brillaient d'un plasma argenté, et son visage, masqué par l'acier gravé, n'avait exprimé aucune émotion depuis des décennies. Jusqu'à maintenant, il observait en direct un drone de sécurité qui filait à travers les décombres de la capitale. L'espace d'une fraction de seconde, il capta une silhouette floue se déplaçant entre les bâtiments effondrés. Grand, boitant, mais se déplaçant avec précision et détermination. Et dans sa main, un éclat brillant. Les doigts griffus de l'empereur se crispèrent. Il arrive. La Légion d'eau se regroupa dans les secteurs inférieurs. N'étant plus en patrouille, n'ayant plus le contrôle. Ils avaient subi des pertes, ce qui n'était pas normal. 6 dans la première embuscade, 12 autres en tentant de le traquer à travers les zones de fumée. 3 escouades entières étaient devenues silencieuses près des ruines de l'anneau du palais. Ils les traquaient désormais. Ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des proies. Dans l'un des quartiers dévastés, une escouade survivante sillonnait les ruines d'un ancien temple d'archives. Leurs scanners bourdonnaient et sifflaient, détectant des signatures fantômes, des lueurs de chaleur, des impulsions magnétiques, des signaux erratiques. L'un des légionnaires leva le bras pour faire son rapport. Un rayon d'énergie lui transperça le crâne avant qu'il puisse parler. Un autre tomba, tandis que des éclats d'obus explosaient au-dessus de lui. Une mine improvisée construite, avec de la ferraille, et l'une de leurs propres batteries détruite. Les 2 derniers se retournèrent, armes au poing, scrutant les ombres. Puis ils le virent, immobile dans la lueur vacillante du feu, cape déchirée, visage brûlé, un éclat rougeoyant serré dans sa main gauche comme une relique sacrée. Il ne dit pas un mot, il se contenta d'avancer. Vite, l'un des légionnaires tira. Trop tard, il se rapprocha. La distance en quelques secondes, enfonçant un tube d'acier directement dans son plastron, le faisant tourner jusqu'à ce que les circuits sautent et que le liquide soit pulvérisé. Le dernier tenta de s'enfuir. Il le plaqua par derrière. Ils s'écroulèrent, roulant sur des éclats de verre et des pierres. La Légion tenta de frapper, mais il lui attrapa le bras et lui envoya l'éclat dans la poitrine. Le résultat fut immédiat. L'énergie instable s'enflamma, explosant de l'intérieur. La créature convulsa, son cri couvert par un bruit semblable à du métal déchiré et du cristal brisé. L'explosion le projeta en arrière contre un mur effondré. Il toussa, se redressa lentement et cracha du sang. Toujours vivant, toujours en feu. À l'intérieur de la citadelle, la panique commençait enfin à gagner la hiérarchie. Le stratège, qui avait autrefois considéré l'humain comme une menace mineure, se tenait maintenant devant l'empereur, le visage pâle, la voix tremblante. Il avait éliminé presque un secteur entier de la Légion d'os. Les civils paniquent, les villes périphériques observent. Si nous n'agissons pas, ce sera suffisant, dit l'empereur. Si nous n'agissons pas, ça suffit, dit l'empereur. Le stratège se figea. L'empereur se leva du trône. Son corps se déroula dans un bruit de tendons métalliques qui se contractaient, son armure se mouvant autour de lui comme une seconde peau. Du fond de la salle, 2 gardes prétoriens s'avancèrent, d'imposantes brutes silencieuses, armées de hallebardes à plasma. Je l'affronterai en personne. Mais mon empereur, doutez-vous de moi ? Sa voix s'abattit comme un coup de tonnerre. Le stratège s'agenouilla. Jamais. L'empereur se tourna vers les portes massives au bout de la salle. Qu'il vienne. Il veut se venger. Je lui rendrai justice. Le temps que l'homme atteigne les portes de la citadelle, la ville derrière lui était silencieuse. Le vent charriait fumée, cendres et braise.
Il s'était déplacé tel un murmure dans l'obscurité, sans jamais se reposer, sans jamais se cacher. L'éclat du noyau brillait plus fort maintenant, en résonance avec les défenses de la citadelle. Il pulsait comme s'il voulait être là, comme attiré par quelque chose à l'intérieur. Il savait quoi. Il leva les yeux vers les imposants murs d'obsidienne, unis, anciens, bourdonnant de boucliers et d'énergie extraterrestre. Autrefois impénétrables, ils ne le sont plus. Énergie extraterrestre. Autrefois impénétrables, ils ne le sont plus. Il fracassa l'éclat au sol. Une pulsation jaillit sous l'impact, une énergie brute incontrôlée nourrissant sa rage. La terre se fissura, les portes frémirent, le bouclier vacilla, puis s'effondra dans une tempête d'étincelles. Il traversa la fumée et pénétra dans la dernière forteresse de l'Empire. Des alarmes retentirent. Des tourelles se déployèrent des murs, pivotant pour se verrouiller sur lui. Il ne broncha pas. Il courut. Le premier barrage de plasma déchira l'air derrière lui, brûlant le sol et vaporisant des piliers. Il se déplaça rapidement, se baissant, zigzagant, se glissant sous une arche qui s'effondrait. Il lança une grenade, récupéra le butin d'un soldat tombé au combat et plongea en avant. L'explosion aveugla les capteurs. Il sprinta à travers la brèche, s'enfonçant plus profondément dans la citadelle. Des couloirs sinueux comme des intestins, construits pour l'intimidation, non pour la navigation, des statues de dieu Jacari se dressaient au-dessus de lui, leurs yeux vides le jugeant. Il en fit tomber un d'un coup de pied sans ralentir. Il trouva les portes de la salle du trône. Elles s'ouvrirent avant qu'il ne les touche. L'empereur attendait à l'intérieur, immense, silencieux. Les prétoriens l'entouraient. L'air était lourd de pression, comme si la gravité s'était épaissie juste à cet instant. Aucun des deux ne bougea jusqu'à ce que l'humain s'avance et lâche l'éclat entre eux. Il rebondit une fois, puis atterrit immobile, luisant et bourdonnant. « Je t'ai rapporté ça », dit-il d'une voix brisée, rauque. L'empereur baissa les yeux vers l'éclat, puis vers l'homme. « Tu as rampé hors de la poussière pour brûler ma capitale. Maintenant tu te tiens dans mon temple. Tu as réduit ma planète en poussière, » dit l'homme. C'est l'équilibre. L'empereur quitta le trône. Chaque pas résonnait comme la fin d'une époque. Votre espèce était indigne d'être conquise. Vous étiez des nuisibles. Vous l'êtes toujours. C'est drôle, répondit l'homme en plissant les yeux. On dirait qu'un seul nuisible suffirait à détruire tout votre empire. L'empereur rugit et chargea. Les prétoriens le suivirent. L'homme se précipita vers l'éclat, l'attrapant en plein roulement. Il se retourna et le projeta violemment au sol, envoyant une onde de choc dans la salle. L'explosion projeta les gardes en arrière. L'empereur tituba, mais continua d'avancer. Ils s'affrontèrent, acier et chair, métal et fureur, empire ancestral contre vengeance crue. Il se battit comme un démon, poing, éclat, tout ce qu'il put attraper. Chaque coup de poing résonnait des cris de ses morts. Chaque coup de pied s'abattait lourdement sur la terre. L'empereur riposta avec plus de force. Ses coups brisèrent la pierre. Sa voix retentit de puissance. « Tu n'es rien !» lui cracha Teil du sang au visage. « Je suis le fantôme que tu n'as pas pu tuer. » Puis il fit l'impensable. Il enfonça l'éclat dans la poitrine de l'empereur. Il s'y enfonça comme une clé. L'empereur hurla, non pas de douleur, mais de peur. Car l'éclat n'explosa pas seulement, il déverrouilla quelque chose. Le code final du vaisseau, gravé dans l'éclat. Un virus, un signal, une malédiction, le corps de l'empereur se tordit. Le métal se défaisant, les veines de plasma explosant, le marteau, les veines de plasma explosant, son armure fissurée. La lumière jaillissait de chaque fracture. L'homme recula en titubant et vit un dieu mourir en hurlant. L'explosion ne fit pas que secouer la citadelle. Elle la brisa. De l'épicentre de la salle du trône, là où l'éclat de guerre transperça la poitrine de l'empereur, une pulsation jaillit, une énergie pure et non filtrée
tel le cri d'un soleil mourant. Le son était indescriptible, entre un cri aigu et l'effondrement d'une étoile, pas seulement du bruit, mais une intention, quelque chose de vivant et d'ancien qui se déchirait. L'homme heurta le sol, dérapant sur la pierre calcinée tandis que la chaleur le dévorait dans un mur blanc. Son dos heurta violemment un pilier, ses côtes craquant, ses oreilles bourdonnant. L'espace d'une seconde, sa vision devint blanche, puis noire, puis revint comme un état statique, des formes vacillantes, des fissures luisantes dans les murs, des cris résonnant au loin. Il se força à se redresser. Au centre de la chambre en ruine, l'empereur se tenait figé, brillant, instable. L'éclat incrusté dans sa poitrine avait réveillé quelque chose en lui. Pas seulement une source d'énergie, mais un code. Une sécurité intégrée, peut être même une malédiction laissée par le vaisseau. L'armure de l'empereur se détachait comme des écailles rouillées. Sa silhouette, autrefois imposante et divine, se fendait. Des veines de plasma se rompirent, laissant échapper du sang en fusion. Son visage masqué de métal se déforma en un hurlement silencieux, la bouche ouverte, mais les mots disparus. Le dieu des Jacquaries était en train de mourir, et ce ne serait pas rapide. L'homme regardait, brûlé, ensanglanté, mais debout, toujours debout. Les deux prétoriens gisaient morts derrière lui, l'un décapité par sa propre lame, l'autre liquéfié par l'onde de choc. La salle du trône s'effondrait centimètre par centimètre, la pierre cédant à la puissance brute. Mais il ne partirait pas. Il voulait voir cela, sans souvenir. Cet empire avait anéanti son monde, brûlé son peuple, laissé la terre comme un désert. À présent, leur dieu immortel, pilier de leur arrogance, brûlait de l'intérieur par quelque chose qu'ils avaient abandonné. Un vaisseau de guerre détruit et un humain. Quand l'empereur s'effondra enfin, ce ne fut pas avec dignité. Ce fut un fracas, le métal et la chair s'écrasant au sol, les bras tendus, la couronne brisée. Pas de mots, pas d'extrême onction, pas d'adieu divin, juste un cadavre et l'odeur d'une foi brûlée. Le silence qui suivit fut si pesant qu'il lui sembla pesant. Il boitait vers le corps, ses bottes crissant sur l'armure en fusion et les os brisés. Il s'accroupit près de ce qui restait de la tête de l'empereur et regarda dans le masque fissuré. Un œil, autrefois brillant, vacillait faiblement en dessous. Il parla d'une voix rauque, la douleur à chaque souffle. C'était pour la terre. Ce qu'il ignorait, c'est que la mort de l'empereur n'était pas restée contenue. Dès que l'éclat s'était activé, il avait déclenché un signal de transmission dormant dans le bio-noyau de l'empereur, un dispositif hérité du début de la guerre, conçu pour diffuser des messages de domination à travers l'espace Jacquari dès qu'une conquête était achevée. Mais cette fois, le signal ne signifiait pas la victoire. Il annonçait la défaite. Depuis la tour intérieure de la citadelle, encore à peine fonctionnelle, un relais de communication défectueux se connecta. Le virus du vaisseau, contenu dans l'éclat, le détourna. La mort de l'empereur était désormais visible sur tous les mondes contrôlés par Jacquari. Des milliards d'extraterrestres, soldats, civils, nobles, levèrent les yeux vers leurs écrans célestes tandis que des parasites perturbaient les programmes de propagande habituels. L'image vacillait. Puis arriva un flux inédit. La salle du trône, le corps de l'empereur et un humain, ensanglanté, brûlé, debout au-dessus de lui. Cela dura moins de 30 secondes. Puis la transmission fut coupée. Mais ce fut suffisant. À travers l'Empire, le silence se transforma en chaos. Sur la lune minière de Virex-Quartre, les ouvriers Jacquari laissèrent tomber leurs outils, fixant l'écran clignotant avec incrédulité. Les superviseurs aboyèrent des ordres, mais personne n'écouta. Sur le monde central de Ziral, où les statues de l'empereur dominaient chaque place, quelqu'un lança une grenade à plasma sur une idole de bronze. D'autres se joignirent à eux. Sur le cuirassé Griffe souveraine, en orbite autour de l'Empire, le commandant, une Jacquari aguerrie nommée Ektal, se figea tandis que l'image se déchiffrait sur ses écrans. Ses yeux, noirs et indéchiffrables, se plissèrent.
Verrouillez le vaisseau, ordonna-t-elle, et rapportez-moi toutes les données sur Terre, immédiatement. La rébellion n'a pas commencé avec les armes. Elle a commencé avec le doute. Et maintenant, le doute s'était répandu aux quatre coins de l'espace Jacari. Il trébuchait à travers les décombres de la citadelle, les poumons douloureux, les muscles hurlants. L'empereur était mort, mais le combat n'était pas terminé. Pas encore. Il entendait déjà les alarmes. Les protocoles militaires se déclenchaient. Des renforts arrivaient. Eux aussi avaient vu la retransmission. Et maintenant, il était le symbole de la plus grande honte de l'Empire. Et il ferait tout pour effacer ce symbole. Il devait partir. Enfouie sous le trône de l'empereur, elle était visible dans la mémoire du vaisseau de guerre. Il se souvenait l'avoir vue, une immense chambre forte souterraine contenant les cœurs de secours, les réseaux de communication et les systèmes d'alimentation de secours. S'il parvenait à l'atteindre, il pourrait transmettre un signal à ce qui restait des satellites terrestres. Un avertissement, une éruption, quelque chose. La Terre était toujours paralysée, toujours fracturée. Mais il y en avait d'autres comme lui, des survivants, des combattants, des gens qui refusaient de mourir en silence. Il devait le leur dire. L'Empire avait saigné. Son Dieu était tombé. Le passage vers le bas était un enfer. Des tunnels à moitié effondrés, des fuites radioactives, des drones de défense automatisés tirant à l'aveuglette dans la fumée. Il combattit avec les moyens du bord. Ses poings, ses lames brisées, sa propre fureur. Il était trop loin pour s'arrêter, trop près du but. Arrivé à la chambre, il s'effondra contre la porte. Du sang coulait de son nez et de ses oreilles. Son bras gauche fonctionnait à peine. Son dos lui semblait déchiré, mais la tour relais était intacte, rougeoyante. Il se traîna en avant, toussant, sa main laissant des traces de sang sur le sol. Il trouva l'interface. Il n'avait plus besoin de lire les symboles. Il les sentait. Le code du vaisseau de guerre résidait toujours dans sa colonne vertébrale. Il le guidait, ligne par ligne, séquence par séquence. La console s'alluma. Il se connecta au réseau de transmission longue portée. Un message clignota, des symboles extraterrestres se traduisant dans sa tête. Choisir une cible. Il sélectionna tous les secteurs connus, toutes les fréquences humaines connues, tous les systèmes extérieurs. Et il parla, la voix brisée, les yeux brûlants, mais vivants. Pour tous ceux qui nous entendaient, c'était la Terre. Vous nous croyez disparus, oubliés, effacés des étoiles. Vous nous avez vus brûler et vous nous avez abandonnés. Mais l'un de vous a laissé une arme et l'un de nous l'a récupérée. Le dieu Jacari est mort. Je l'ai tué. Par votre propre pouvoir, par votre propre arrogance. Et je ne suis pas le dernier. Si vous entendez cela, si vous êtes humain, levez-vous, combattez. Ils ne sont pas invincibles. Ils saignent. Je l'ai vu. Ils crient. Je l'ai entendu. Ce n'est pas fini. C'est le commencement. La Terre vit. Il a envoyé le signal. Puis la console s'est éteinte. La chambre a tremblé. Des explosions lointaines ont résonné dans la citadelle extérieure. L'Empire envoyait sa réponse. Unité d'élite. Escadron de la mort. Bombardements orbitaux. Ils préféraient détruire leur propre capitale plutôt que de le laisser en vie. Mais peu importait. Le message était passé. Le dieu était mort. Et lui, il s'appuya contre la console, s'effondrant au sol, la vision floue. Il ignorait s'il survivrait à l'heure suivante. Il se souvenait à peine de son nom. Juste des morceaux, juste de la douleur, juste un but. Mais au loin, au-delà de cette planète ravagée par la guerre, il savait que quelqu'un l'avait entendu. Le feu se propageait. La Terre n'était pas morte. Elle s'éveillait. La transmission traversait les galaxies comme une étincelle jaillissant entre des branches sèches. Il s'est faufilé entre des satellites en décomposition, s'est glissé dans des stations relais abandonnées, s'est infiltré dans des coffres de communication enfouis,
qui n'avait plus pulsé depuis des décennies. Il a atteint des bunkers oubliés, des habitats orbitaux détruits, des colonies de charognards de l'espace lointain, et la Terre elle-même. Là où il a atterri, il n'a pas seulement joué. Il a changé les choses. Sous les vestiges gelés de l'hémisphère nord de la Terre, autrefois appelé Canada, aujourd'hui connu sous le nom de secteur blanc, une station relais délabrée a repris vie. Pendant 29 ans, il était resté silencieux, étouffé par la glace et la décomposition, ses panneaux solaires noircis par les cendres et son antenne pointée vers le ciel vide. À l'intérieur, des rats avaient depuis longtemps rongé les câbles. La poussière recouvrait toutes les surfaces. L'atmosphère était si froide qu'elle brûlait les poumons, et pourtant, lorsque l'impulsion le frappa, quelque chose d'ancien s'éveilla. Une lumière verte clignota, un écran s'illumina et la voix retentit. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est la Terre. Des kilomètres plus bas, dans une chambre forte à température négative, enveloppée de vieux marquages de l'OTAN, un homme se réveilla en sursaut. Il s'appelait Grayson Heller et était l'un des derniers ingénieurs militaires survivants connus du monde d'avant-guerre. Sa barbe était devenue épaisse et blanche, son corps marqué par les cicatrices des radiations et l'âge. Durant la dernière décennie, il avait vécu comme un rat dans de l'acier, alimentant en électricité une base vide, entretenant des terminaux rouillés par pure habitude. Aucun espoir. Juste le devoir. Mais dès que la console s'alluma, il comprit. Son cœur faillit l'arrêter lorsque la voix retentit. Les mots étaient déformés par la distance, mais suffisamment clairs. Humain, masculin, brisé et brûlant de vérité. Le dieu Jacari est mort. Je l'ai tué. La terre est vivante. Grayson se pencha sur la console, tremblant. « Bon sang !» murmura-t-il. « Nous ne sommes pas éteints. » En orbite, l'Helix Crawler, un vaisseau charognard construit à partir d'anciennes technologies terriennes et de systèmes extraterrestres volés, capta également le signal. Son équipage, un mélange hétéroclite d'ingénieurs rebelles, d'anciens soldats et de survivants de seconde génération, était en train de démanteler un anneau minier abandonné lorsque leur navigateur cria « Vague en approche », audio seulement. Ils s'attendaient à une alerte pirate ou à une menace extraterrestre à proximité. Ils s'attendaient à une alerte pirate ou à une menace extraterrestre à proximité. Ils ont eu leur revanche. Sur Luna Delta, une enclave humaine cachée dans l'ombre de la face cachée de la Lune, leur système de défense IA a signalé le signal comme étant un code d'avant-guerre, niveau rouge, origine humaine. La stratège en chef, une femme nommée commandante Silas Tren, l'écouta 2 fois avant de le rediffuser à toute la colonie. Ces soldats, certains nés après la guerre, n'ayant jamais vu la terre, restèrent silencieux. Les yeux écarquillés, la mâchoire serrée, ils se levèrent un à un, non par ordre, mais par instinct, car quelque chose d'ancien venait de s'éveiller en eux. Fierté, douleur, et le premier véritable espoir depuis 30 ans. À travers les franges humaines, les colonies de hors-la-loi et les nomades des profondeurs de l'espace, le message fit l'effet d'une bombe. Le mythe de la mort de la Terre avait tenu le pouvoir pendant une génération. Il avait maintenu les esprits bas, maintenu les survivants dociles. L'Empire régnait non seulement par les armes, mais aussi par l'idée que la résistance était vaine, que la Terre avait disparu, que personne ne reviendrait. Mais désormais, il savait que ce n'était pas vrai. Dans un centre de recherche désaffecté enfoui sous la surface martienne, le capitaine Nolan Reid, ancien chef des forces spéciales devenu nomade, fixait la dernière phrase du signal. « Ce n'est pas fini, c'est le début. » Il regarda son second, un spécialiste des communications nerveux, qui n'avait pas beaucoup parlé depuis des jours. Spécialiste en communication qui n'avait pas beaucoup parlé depuis des jours. « Je le trace. Déjà dessus, » dit-elle, les mains effleurant le vieux clavier. Depuis quand ce flux, 3 semaines peut être moins. Les relais ont ajouté du retard. On dirait qu'il provient de Varan 9. La capitale? Ouais. Nolan plissa les yeux et tua leur dieu. Silence.
Puis elle posa la question que personne ne voulait poser. Qui est donc ce type? Qui? En effet, aucun nom n'avait accompagné le signal. Aucune coordonnée. Aucun visage. Pas clairement. Juste une ombre. Une forme humaine évoluant dans les flammes. Sa voix était pleine de rage et de quelque chose d'autre. Une détermination. La galaxie ignorait son nom, mais elle savait ce qu'il avait fait. Il avait tué un dieu et, plus important encore, il avait survécu. De retour sur Terre, Grayson Heller agissait vite. Vieux ossements ou pas, il savait quoi faire. Il avait gardé les communications longues portées inactives, craignant qu'elles n'attirent une attention indésirable. Mais maintenant, il voulait du bruit. Il activa les émetteurs à ondes courtes restants, puis se tourna vers le noyau d'IA dormant, au plus profond des niveaux inférieurs de la base. Personne n'y avait accédé depuis la chute de Toronto en 2137. Il composa les anciens codes. Ses doigts tremblaient, son cœur battait fort. Mais le système accepta son accès. Un écran clignota, noyau de relais en ligne. Commande, il tapa. Diffusion du signal mondial. Marquage de toutes les fréquences humaines connues. Activer le ping global. Il tapa. Diffusion du signal mondial. Marquage de toutes les fréquences humaines connues. Activer le ping global. Le système a pulsé. Confirmé. Toutes les cellules actives et dormantes? Confirmé. Attention. Ceci révélera votre position. Faites-le. L'IA marqua une pause. Puis, transmission. Et juste comme ça, la Terre parla de nouveau. Le signal était bref. Une copie de la transmission. Pas de modification, pas de commentaires, juste la vérité. Le feu se propageait plus vite maintenant. Loin de là, sur une station orbitant autour d'un soleil nain rouge, un mercenaire nommé Krill, mi-humain, mi-augmenté grâce à la technologie Jacari, reçut le signal sur un canal privé. Il n'avait pas entendu parler de la Terre depuis des années, non sans moquerie. Il passa le message 3 fois, puis il ouvrit un terminal privé et saisit un code crypté. Activer l'urgence. Sol rouge. Code d'autorisation? Demanda le terminal. Genèse. Un instant passa. Puis, un fichier secondaire s'ouvrit. De vieux schémas d'avant-guerre. Nom, cible, ressources sous couverture. Parmi eux se trouvait un coffre d'armes caché sous les ruines de Paris. Un autre à l'intérieur d'un astéroïde creusé dans la ceinture Neka. Il se pencha en avant. Il était temps de réveiller les vieux fantômes. L'Empire Jacari, encore sous le choc de la mort de son empereur-dieu, cherchait désespérément à comprendre ce qui s'était passé. Ses réseaux internes étaient défaillants. Son peuple s'interrogeait. Et pire encore, les humains s'organisaient. Dans les quartiers périphériques de la capitale, ce qui en restait, la rébellion éclata. Petits soulèvements, cellules secrètes, dissidents extraterrestres enhardis par la mort de l'empereur. Même des civils Jacari commencèrent à déserter, discrètement, mais sans équivoque. La foi se fracturait, et rien n'était plus dangereux pour un empire qu'une population qui ne croyait plus en son invincibilité. 3 semaines plus tard, la Terre envoyait sa première réponse. Un vaisseau messager extraterrestre volé, lourdement modifié avec un blindage terrestre d'avant-guerre, a été projeté hors de l'hyperespace près de la lune coloniale Al-Kirin, un avant-poste Jacari de niveau intermédiaire. Avant que leur flotte de sécurité ne puisse l'intercepter, le messager a diffusé un message unique sur tous les canaux ouverts. Des cendres de la Terre, nous nous relevons. Puis le vaisseau s'est autodétruit. Non par désespoir, mais intentionnellement. L'impulsion électromagnétique qui en a résulté a grillé tout le réseau de défense d'Al-Kairan. Quelques heures plus tard, une frappe coordonnée toucha 5 installations Jacari distinctes de l'autre côté de la frontière. D'anciennes cellules dormantes. Des armes humaines oubliées depuis longtemps. Des unités d'IA rebelles. Ce n'était pas le chaos. C'était un message. Nous n'avons plus peur. Le commandant Silastren
se tenait devant une table de guerre au centre de commandement de Luna Delta, scrutant du regard les flux de données affluents de tout l'espace humain. Les signaux ont déclenché plus de 30 newtonneux, dit son lieutenant. Mars, Europe, l'anneau de Titan, même la ceinture répond. Un contact avec la source? Pas encore, mais nous le suivons. Où? Nous pensons qu'il est toujours en vie. À l'intérieur de Varin 9. Silas hocha lentement la tête. Envoyez une équipe d'intervention. Madame, il a fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Nous lui devons une fière chandelle. S'il est vivant, on le sort. Et s'il ne l'est pas, elle baissa les yeux vers la dernière image du signal, une ombre se tenant au-dessus du dieu brisé. Ensuite, on s'assure que la galaxie se souvienne de son nom. Et dans les ruines de la citadelle, sous l'acier tordu et les os brisés, quelque chose changea. Une main, balafrée, noircie, tremblante, sortit des décombres. Ses doigts agrippèrent la pierre et tirèrent. L'humain n'était pas mort. Pas encore. Pas avant d'avoir terminé ce qu'il avait commencé. La douleur était différente maintenant. Ni vive, ni soudaine. Elle ne le faisait pas serrer les dents et avancer. Elle était profonde, rampant dans les muscles et les os comme de la pourriture. Chaque respiration lui donnait l'impression de lui arracher des lames de rasoir. Sa peau, ce qu'il en restait, avait fusionné par endroits avec des alliages étrangers. Là où il saignait, elle n'était plus rouge. Elle brillait d'un bleu pâle. Des fils de circuits extraterrestres pulsant juste sous la surface comme des veines infectées. Pourtant, il bougeait. Il le devait. Il se frayait un chemin à travers les décombres noircis, bras après bras, souffle après souffle saccadé. La salle du trône n'était plus qu'un cratère carbonisé. Au-dessus de lui, des poutres effondrées formaient une cage déchiquetée d'acier plié et de béton fumant. Le monde aurait dû l'enterrer ici. Mais il n'était pas mort lors de la chute de la Terre. Il n'allait pas mourir maintenant. Il s'extirpa d'un dernier effort, s'effondrant face contre terre sur le sol froid, juste derrière les décombres. L'air était recouvert de cendres. La lumière du feu vacillait sur les ruines. Le plus grand monument de l'Empire brûlait désormais derrière lui tel un bûcher divin. Il se retourna, toussant, la vision trouble. Il n'avait plus la force de se tenir debout. Et c'est alors qu'il l'entendit. Il n'avait plus la force de se tenir debout. Et c'est alors qu'il l'entendit. Des moteurs, pas extraterrestres, humains. Le vaisseau de transport perça la basse atmosphère de Varu 9, telle une comète en feu. Sa coque, assemblée à partir de vieux blindages de vaisseaux de guerre terriens et d'alliages furtifs Jacari volés, scintillait par intermittence tandis qu'il plongeait à basse altitude dans l'horizon brûlé. 2 canons à impulsion scrutaient les ruines de la ville en contrebas. À bord, 6 soldats attendaient, entièrement vêtus d'une armure noire mate, sans aucun insigne. Un seul mot était gravé sur les plaques de poitrine. Récupérer. Le commandant Silas Tren se tenait derrière le pilote. Les bras croisés, le regard fixé sur la zone cible. « On capte son signal !» dit le pilote. « Son signal vital est faible, mais il est là. » Silas plissa les yeux. Comment diable respire-t-il encore? Personne ne répondit. Personne ne pouvait. L'homme qui avait tué l'empereur Jacari n'était plus limité par les définitions habituelles de la vie et de la mort. Il était différent, désormais. Un mythe gravé dans le feu. La galaxie avait commencé à l'appeler le fantôme de la Terre. Silas le qualifiait de survivant, et elle allait le ramener à la maison. Il gisait dans un brouillard de chaleur et d'agonie, et elle allait le ramener à la maison. Il gisait dans un brouillard de chaleur et d'agonie, son esprit oscillant entre souvenirs et rêves fiévreux. Parfois, il était de retour à Moscou, debout sous les vaisseaux extraterrestres qui déversaient une pluie de feu. D'autres fois, il était dans le ventre du vaisseau de guerre, sentant son pouls battre au rythme du sien, et parfois, il n'était nulle part. Il entendit le vaisseau avant de le voir. Puis vinrent les bottes, des ombres noires traversant la poussière, les armes levées,
les voix saccadées et aiguës. Il se força à relever la tête, les lèvres gercées. Murmura-t-il. « Ça vous a pris assez de temps ?» Un des soldats s'agenouilla près de lui. Cible atteinte. « Vivant ?» ?»« À peine. » Silas s'avança. Son regard croisa le sien. Elle n'avait vu cet homme dans aucun dossier. Personne ne l'avait vu. Pas de nom. Pas d'état-major. Il n'était pas des forces spéciales. Il n'était pas du haut commandement. Il était juste humain. Brutalement, obstinément humain. Et pourtant, il avait accompli l'impossible. « Tu es un fils de pute têtu !» murmura-t-elle. Il essaya de sourire. Sa voix ressemblait plutôt à une toux. « Tu as une trousse de premiers soins ?»« On va mieux, » fit-elle signe. Les soldats le hissèrent sur un brancard de stase portable. Dès que son corps toucha la surface, des aiguilles lui injectèrent des nanites régénératrices et des analgésiques. Ses constantes vitales se stabilisèrent juste assez pour le maintenir conscient. « Montez-le à bord. Déplacez-vous. » À l'intérieur du vaisseau, Silas se tenait au-dessus de lui tandis que le pilote virait vers l'orbite. En dessous d'eux, la capitale brûlait toujours. Au loin, des croiseurs Chakari planaient tels des vautours, désorientés, sans chef. Personne ne tira. Personne n'osa. Les missions Godfall avaient brisé la volonté des militaires de l'Empire. Et maintenant, leur plus grande honte était extorquée au grand jour. Alors qu'ils pénétraient dans la haute atmosphère, Silas se pencha. « Tu as déclenché quelque chose qu'on ne peut pas remettre dans la bouteille. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Je n'essayais pas, » dit-il d'une voix rauque. « Tu savais ce que ça allait déclencher ? J'espérais que ça me tuerait. Et maintenant, je veux voir la suite. » Quand le vaisseau de débarquement a accosté à Luna Delta, le silence est tombé sur la base. Une foule s'est rassemblée dans le hangar. Ingénieurs, pilotes, survivants, soldats. Ils n'ont pas applaudi, ils n'ont pas salué. Ils ont regardé fixement. Pas un héros de guerre, pas un officier décoré. Un homme, balafré, les yeux creux, enveloppé de gaz et d'acier, qui avait rampé à travers le feu et abattu un dieu. Il n'a pas fait signe, n'a pas parlé. Il hocha simplement la tête tandis qu'on le faisait passer. Et cela suffisait. La rébellion avait son symbole. À l'infirmerie, il était stabilisé, baigné de biogel et équipé de la technologie médicale la plus avancée de la Terre. Encore primitif comparé à la jacquerie, mais suffisant pour le maintenir en vie. Silas se tenait près de la paroi de verre blindé, observant les machines bourdonner et biper. « Tu n'as vraiment pas de nom ?» demanda-t-elle. Ses yeux s'ouvrirent lentement et lourdement. « Avant. Le vouloir de nouveau ?» Il y réfléchit. « Pas encore. Alors comment t'appeler ?» Il leva les yeux vers elle, les yeux grisonnants de chaleur, mais vivants. « Appelle-moi. » Le message. Dans les semaines qui suivirent, sa survie galvanisa la frontière humaine. Des avant-postes autrefois silencieux commencèrent à s'armer. Des bunkers s'ouvrirent. Des coffres-forts longtemps crus enterrés révélèrent des armes auparavant trop dangereuses, désormais prêtes à l'emploi. De vieux vaisseaux de guerre, cachés, fracturés, oubliés, furent exhumés des champs d'astéroïdes et des dépotoirs, réaménagés, reforgés et peints en noir. Le mot « récupérer » devint un symbole. Ni drapeau, ni politique, juste une déclaration. L'humanité n'était pas finie. Sur une lune reculée du système Vega, une flotte de vaisseaux extraterrestres volés fut saisie par des rebelles. Leur équipage Jacquari massacré, leur coque modernisée avec des armes terrestres. Sur la planète minière de Saran III, une colonie entière se révolta, renversa ses gouverneurs Jacquari et gravait un seul mot sur les murs de la tour de commandement : « La Terre vit. » À travers les étoiles, l'emprise de l'Empire se relâcha. La peur, autrefois un outil de domination des Jacquari, s'était retournée contre eux. Leur dieu était tombé. Et maintenant, leur mythe de contrôle saignait. Dans la salle de guerre stratégique sous Luna Delta, Silas se tenait devant un réseau de cellules rebelles en constante expansion. Des lignes connectées
à travers des dizaines de secteurs. Les pulsations indiquaient une résistance humaine active. « Cela se produit plus vite que nous ne le pensons », dit son conseiller. « Nous n'avons ni la flotte, ni l'infrastructure, ni la coordination. »« Personne n'en a jamais, » répondit Silas. « Les révolutions n'attendent pas la logistique. Elles s'enflamment, puis s'embrasent. » La porte s'ouvrit derrière elle. Il entra, pas complètement guéri, loin de là, mais debout, vêtu d'un simple uniforme de vol, le bras gauche encore enveloppé d'une maille synthétique. Une longue cicatrice s'étendait de sa mâchoire à sa clavicule, luisant faiblement sous la peau. Il s'approcha de Silas et fixa la carte. « Il nous faudra un commandement central, » dit-il. « Un hub. Ils essaieront de nous disperser. On y travaille. Il va falloir frapper quelque chose ensuite. Quelque chose de bruyant. J'ai déjà une cible. » Elle appuya sur un secteur marqué en rouge. La station creusait. Ses yeux se plissèrent. Il se souvint de ce nom. Une prison et un centre d'expérimentation Jacquari dans l'espace lointain. On disait que des dizaines d'humains capturés y étaient détenus, torturés, soumis à des expériences, anéantis. « On la brûle, » dit-il. « Et si cela déclenche la guerre ?» Il la regarda, le regard clair, serein, la détermination retrouvée. « Alors on en finira ?» Et ainsi tout commença. La première vague de la résurgence humaine, coordonnée, impitoyable, alimentée non par l'ambition mais par la mémoire. Il n'avait rien à perdre. Pas de foyer, pas d'alliance, pas de place à la table galactique. Juste un message. Et ce message était devenu un homme. Et cet homme les dirigeait. La station Crucible n'avait jamais été conçue pour être attaquée. C'était une forteresse flottante, isolée dans l'espace mort entre les secteurs, enveloppée de couches d'alliage Jacquari renforcées, entourée de plateformes défensives et d'anneaux de destruction automatisés. Elle ne faisait pas partie du réseau militaire central de l'Empire, mais d'un lieu plus ancien, plus silencieux, caché. Elle n'abritait ni soldats ni flotte. Elle recelait des secrets, des prisonniers, des expériences, des disparitions. Pour la majeure partie de la galaxie, elle n'existait pas. Mais pour lui, elle était réelle. Il avait vu les noms dans les journaux de guerre Jacquer récupérés, des milliers d'humains répertoriés comme ressources réquisitionnées. Ni tués, ni détruits, juste réaffectés. Ils savaient ce que cela signifiait. Creuset était leur lieu de disparition. Et désormais, ce serait là qu'on se souviendrait d'eux. La flotte reconquise surgit de l'hyperespace dans un éclat de lumière bleue, des dizaines de vaisseaux formant une formation serrée à travers le vide noir. La moitié d'entre eux n'étaient même pas des vaisseaux de guerre, juste des transports de récupération, des vaisseaux miniers modernisés, des transporteurs de colonies abandonnés et rafistolés, avec des armes récupérées. Mais chacun d'eux portait la fureur terrestre en acier et en feu. À l'avant de la formation volait un élégant vaisseau noir, ni extraterrestre, ni entièrement humain, un hybride, le premier du genre. Construit à partir du vaisseau de guerre détruit qu'il avait ressuscité, fusionné avec la technologie des ingénieurs de Luna Delta et désormais piloté par l'homme qui avait déclenché l'incendie. Il était assis dans le cockpit, les bras marqués de cicatrices, la colonne vertébrale connectée au cœur de l'IA du vaisseau. Son nom n'avait toujours pas été communiqué à la Résistance. Il ne portait ni grade ni insigne. Il dirigeait par sa seule présence. Pour eux, il était le fantôme de la Terre. Pour l'Empire, il était la rétribution incarnée, et le Creuset fut son premier champ de bataille. À l'intérieur du dôme de commandement Jacquari de la station Creuset, les alarmes retentirent et les systèmes de détection de la flotte s'allumèrent. Le coordinateur de la défense Valrek Toll siffla d'incrédulité. Impossible. Aucune trace de distorsion détectée avant l'approche immédiate. Aucune signature officielle de la flotte. Ce sont des épaves humaines. Un autre officier hurla. Toujours armé. Toujours hostile. Bouclier au maximum. Préparez les anneaux de destruction. Où est le commandement central ? Aboya Valrek.
coupés, brouillés par un signal inconnu. Ils envoient des boucles cryptées à travers notre réseau de navigation par satellite. Valrek tressauta de frustration. Il se tourna vers le signal central. Le vaisseau humain de tête ne diffusait ni identification ni communication, juste un unique symbole peint en blanc sur le flanc. Repris, il se figea, puis déglutit. Activer le protocole Soleil Noir. Engager tous les systèmes d'armes et envoyer un message au reste de Varun. La Terre attaque. La Terre attaque. À l'intérieur de la flotte humaine, le commandant Silas Tren arpentait la passerelle de son vaisseau amiral, l'Iron Rit. Ses mains agrippèrent le bord de la table tactique tandis qu'elles observaient l'anneau orbital de destruction entourant le creuset s'animer. Tourelle masquée détectée sur le bord extérieur. Nous entrons dans des zones de destruction qui se chevauchent. Son commandant en second se retourna, tendu. Nous n'y arriverons pas sans subir de lourdes pertes, acquiesça Silas. Nous ne passerons pas. Elle regarda l'écran central. Le vaisseau hybride se déplaçait plus vite que les autres, zigzagant à travers des champs de micrométéorites, sa signature oscillant entre extraterrestres et humains. Il passe. Dans le cockpit, le fantôme ferma les yeux. L'interface neuronale du vaisseau illuminait son esprit d'impulsion et de trajectoire. Il ne pilotait plus aux instruments. Le vaisseau était une extension de lui-même, comme son souffle, comme son instinct. Il sentit l'anneau de destruction chargé. Les tourelles automatisées le traquaient, puis tirèrent. 2 faisceaux d'énergie blanche et brûlante se dirigèrent vers lui. Il se laissa tomber, inversa le vaisseau, ouvrit grand la porte, pivota entre les faisceaux dans un piqué en zigzag, et riposta. Des éclairs de plasma fusant comme du venin, frappant 2 tourelles, et en aveuglant une 3e avec un drone leurre. L'anneau de destruction céda. Il n'était pas conçu pour combattre un pilote comme celui-ci, une machine comme celle-ci, ou un esprit ayant survécu à l'extinction. La première vague humaine perça derrière lui, suivant la brèche qu'il avait creusée. Tous n'y parvinrent pas. 2 vaisseaux explosèrent dans l'anneau supérieur, déchiquetés par des mines magnétiques. Mais les autres s'y faufilèrent, se précipitant vers la coque extérieure de la station crucible. Les grappins tirèrent, les pins se verrouillèrent, les nacelles d'abordage transpercèrent les blindages renforcés. Verrouillées, les capsules d'embarquement perçaient les plaques renforcées. Le siège avait commencé. À l'intérieur du creuset, les gardes Jacquari s'empressèrent de renforcer les cloisons, déployant des troupes de choc le long de couloirs qui n'avaient pas connu de combat depuis des décennies. Dans le bloc cellulaire Jept, les murs tremblaient. Des prisonniers humains, certains capturés au début de la guerre, d'autres nés en captivité, étaient assis en silence tandis que la poussière ruisselait du plafond. Ils avaient depuis longtemps perdu espoir. Puis, par les conduits d'aération, ils l'entendirent. Des coups de feu, des bottes, et pour la première fois depuis des années, des voix humaines. Silas mena les équipes d'abordage à travers les ponts inférieurs, fusil à impulsion en main, visière baissée, l'affichage tête haute clignotant en rouge. Les couloirs étaient sinueux et vibrants de vieilles technologies extraterrestres, les murs semblaient vivants, les lumières changeantes comme des yeux. Escouade 4, flanc ouest, priorité à l'extraction des prisonniers. Escouade 5, salle de contrôle, déconnecter leur système de navigation. Un éclair de plasma frappa le mur près de sa tête. Elle se baissa, roula sur elle-même, puis s'élança. Le soldat Jacquari hurla lorsque ses balles transpercèrent son exosquelette. Elle avança, sans perdre de temps. C'était leur heure. C'était leur revanche. Au-dessus d'eux, dans la tour supérieure, le fantôme s'était introduit dans le centre de contrôle. Il n'avait pas perdu de temps. 2 gardes se précipitaient sur lui. Il n'avait même pas dégainé une arme. Il avait utilisé le système neural du vaisseau pour surcharger leurs implants, les faisant tomber en un tas tremblant. Leur technologie reconnaissait désormais sa biosignature, non pas comme ennemi, mais comme commandant. Il s'approcha de la console centrale et frappa du poing.
Le système s'illumina. Les cellules des prisonniers commencèrent à se déverrouiller, une à une, les lumières passant au vert sur des dizaines de ponts. En Xept, la porte s'ouvrit en sifflant, les humains à l'intérieur restèrent d'abord immobiles. L'un d'eux, un homme buriné aux yeux pâles, sortit lentement, les yeux écarquillés. Un piège? Au détour d'un couloir, un soldat humain en armure noire apparut. Pas de piège. Tu es libre. L'homme tomba à genoux et se mit à pleurer. Ailleurs, les combats étaient brutaux. Les renforts Jacquari arrivèrent par capsules orbitales, s'écrasant sur la station comme des météorites. Les couloirs s'illuminèrent de feux et de cris, mais les humains tinrent bon. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce que les humains tenaient bon. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils refusaient de reculer. Silas se retrouva coincé derrière un bouclier énergétique sous une pluie de plasma. « Ils n'abandonneront pas cet endroit facilement », cria son commandant en second. « Ils ne sont pas censés le faire », grogna Silas. « Cet endroit est leur honte. » Elle se connecta aux communications centrales. « Fantôme, il nous faut un son puissant. »« Là-haut, dans le dôme de commandement, » répondit le fantôme. « Bien reçu. J'ouvre les cicatrices. » Il plongea la main dans la console et activa les coffres inférieurs, autrefois cachés, désormais exposés par le virus qu'il portait dans son sang. Des hologrammes éclairèrent la pièce. Expérience, laboratoire de génétique, dossier de vivisection. Preuve. Preuve. Il a tout envoyé à la flotte, aux prisonniers, aux colonies, à la galaxie, qu'ils voient ce que les Arcari ont fait derrière leur empire doré, qu'ils voient la vérité. La station Crucible a été violemment secouée. Des incendies ont fait rage. Les systèmes se sont effondrés. La flotte humaine s'est retirée. Les capsules de prisonniers ont été évacuées par des tunnels d'amarrage, équipe d'abordage assurant la retraite. La mission était presque terminée. Silas se tenait dans la brèche du hangar. Il regardait en arrière. « Fantôme, il est temps de bouger. On part. Aucune réponse, ne recommence pas. Pas encore. La radio a cliqué. Ils ont besoin d'un dernier message. Vous l'avez déjà envoyé. » « Non, dit-il. Celui-ci est permanent. » Elle jura. « On a 30 secondes avant la détonation. Alors, dégagez. » À l'intérieur du dôme de commandement, le fantôme se tenait au cœur du creuset. Le cœur du réacteur pulsait devant lui. Il avait manipulé la station pour qu'elle explose de l'intérieur. Une explosion qui rendrait cette partie de l'espace inutilisable pendant des décennies. Il observa la console, puis les étoiles à travers la vitre du dôme. Il se souvint de la Terre, de ce qu'elle était autrefois, de ce qu'elle pourrait redevenir. Il pressa la paume de la main sur la gâchette finale. « Ceci est pour tous ceux que vous avez volés. » Il ferma les yeux et disparut dans une lumière blanche. Depuis l'orbite, la flotte vit la station Crucible exploser dans une explosion silencieuse. Une gerbe blanche aveuglante suivie d'ondes de choc qui réduisirent en miettes les satellites environnants. Personne ne parla. Silas se tenait sur la passerelle, les poings serrés. Son second se tourna vers elle. A-t-il réussi à s'en sortir? Elle ne répondit pas, fixant simplement le feu. Un jour plus tard, à travers la galaxie, la destruction du creuset était diffusée sur tous les réseaux rebelles, tous les réseaux pirates, tous les terminaux du marché noir. Les responsables Jacquari niaient son existence. Mais la vérité était déjà connue. Il en était de même pour la vidéo de l'homme marchant dans le feu, celui qu'ils n'ont pas pu arrêter. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Certains disaient qu'il était mort avec la station, d'autres qu'il s'était échappé grâce au réseau neuronal, devenant quelque chose de plus qu'humain. D'autres encore disaient qu'il était toujours là, observant, attendant. Quoi qu'il en soit, la légende s'est développée. On racontait aux enfants nés dans les colonies des histoires du fantôme de la Terre, l'homme qui transforma un vaisseau de guerre en vengeance, celui qui pénétra au cœur de l'Empire et le brûla de l'intérieur. L'humanité était tombée. Mais un homme la ramena, non pas telle qu'elle était, mais sous une forme plus violente, plus intelligente,
indestructible, la Terre vit, et désormais la galaxie le savait.